Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode supplément de Tech Café qui fait suite à l'épisode hebdomadaire numéro 371 et que nous enregistrons en juin 2024. Dans l'épisode hebdomadaire, on a parlé des éléments phares de l'actualité avec notamment Stable Diffusion dans sa nouvelle version, la 3 Medium, qui pose un peu des soucis tout à la fois sur son modèle de licence mais aussi sur les résultats qu'il produit sur des humains. On a parlé de Luma, on a parlé d'OpenAI, on a parlé de plein de trucs qui nous font grincer des dents et qui énervent Guillaume Poggiaspala. On est là sur des infos qui, je n'en doute pas une seule seconde, vont réjouir Guillaume Poggiaspala pour équilibrer, car je suis Guillaume Fardé, podcasteur technophile enthousiaste, et donc je retrouve le responsable du conducteur de cet épisode, c'est Guillaume Poggiaspala. Comment vas-tu ? Absolument, J'ai glissé 3 fois ton nom de famille, t'as vu ? Tout à fait. Bien, écoute, merci. Je suis prêt pour la joie de cet épisode et de ces sujets. Allez, très bien, on a la joie aussi de vous savoir en train de nous écouter et on aura d'autant plus la joie de prendre connaissance de vos soutiens sur patreon.com/techcafé. Si vous voulez écouter les épisodes sans la pub avec la même application que vous utilisez aujourd'hui, il n'y a pas d'une application particulière, vous allez sur patreon.com/techcafé. Pendant même que vous écoutez cet épisode, vous lancez le navigateur en arrière-plan, vous allez vous inscrire, vous regardez un petit peu, vous prenez connaissance de l'info et puis à partir d'1,50 € par semaine, vous êtes un acteur très engagé qui permet de financer la production, la réalisation, la mise à disposition des épisodes semaine après semaine contre vents et marées. Et Dieu sait qu'en ce moment, il y a du vent, pas forcément des marées selon où on habite, mais en tout cas, il y a de la pluie. Et donc, vous serez là pour nous soutenir. Et donc, c'est un cercle vertueux lié à la communauté qui nous écoute et qui s'engage pour nous soutenir. On sait aussi qu'on prend connaissance à chaque fois de vos retours sur Discord, sur les commentaires de l'article qui accompagne l'apparition des épisodes sur techcafé.fr et même pour les petits coquinots d'entre vous qui trouvent le formulaire d'envoi de mail depuis techcafé.fr, on en prend aussi connaissance, on prend connaissance de tous vos retours, qu'ils soient de nature à nous amener à corriger une information qui a été partagée dans Tech Café ou pour nous suggérer des éléments ou même nous interroger sur des avis divers et variés. N'hésitez pas, on est à votre dispo. On sera ravis en tout cas de prendre connaissance des messages. Mais en attendant, sans autre forme de procès, il faut donc qu'on parle de ces infos tech qui sont suffisamment indispensables pour qu'on en parle cette semaine, mais qui n'ont pas obtenu le statut d'infos qui figure dans l'épisode hebdomadaire. Les pauvres. Les pauvres, mais on est là quand même pour leur donner de la substance et de la réalité, avec une première rubrique sur des choses plutôt complexes et un sujet qu'on a abordé il y a de ça pas mal de mois maintenant. On avait parlé de ce réseau social qui voulait concurrencer Instagram, qui s'appelle BeReal. Vous l'utilisez peut-être à titre individuel et la promesse de BeReal, Guillaume, tu avais bien souligné ça à l'époque, c'était l'authenticité, là où Instagram nous affiche des informations derrière un filtre virtuel qui nous sublime la réalité. BeReal, c'était l'authenticité. Absolument, tu vois tout en moche comme c'est vraiment. Mais bon, du coup, effectivement, coup dur pour la réalité, puisqu'elle a rattrapé Alors, BeReal, moi, je sais pas, je sais Ouais, pas trop pardon, comment j'appelle ça BeReal, moi. Tu vois, je le prononce on va à dire la loose, BeReal. comme ça. Donc, C'est une app elle rattrape française à la BeReal. base, donc Tout à j'ai fait, envie de dire exactement. BeReal. Tout à fait. Et donc, ce réseau social authentique qui a eu ses 20 minutes de gloire en 2022, BeReal, si vous vous en souvenez pas, c'est vrai que c'était très contraignant quand même. Il fallait uniquement à certains moments, aléatoirement, faire des vidéos de soi et de ce qui vous entourait, puisque les deux caméras étaient utilisées à la fois, pour pouvoir consulter ce que les autres eux-mêmes ont posté. Donc, voilà, ils ont posté des trucs compromettants, vous avez envie de savoir. Il faut poster des trucs vous-même. Bon, en général, l'immense majorité des vidéos d'ailleurs étaient juste banales, mais bon, c'était le concept. Sauf que limiter la capacité des gens à poster et à regarder des vidéos, ce qui sont à 90% sans aucun intérêt, ça fait pas un vecteur de pub fantastique en vrai. Et donc, il y aurait quand même 40 millions d'utilisateurs actifs selon les manifestants et 20 millions selon la police. En fait, c'est peut-être 40 au total et 20 millions au quotidien, on ne sait pas trop, mais ça pourrait être encore moins, selon les chiffres de New York Times, qui estimerait qu'il y aurait moins de 6 millions d'utilisateurs quotidiens en mars 2023. Bon, c'est pas rien non plus, 6 millions, mais c'est vrai que ça inquiète modérément Instagram. BeReal s'est néanmoins trouvé un repreneur à 500 millions quand même. On reste en famille, plus ou moins, parce que BeReal est une boîte française, effectivement, et c'est aussi une boîte française qui le reprend, qui s'appelle Vodoo, ou Vodo du coup, spécialisé en panneaux publicitaires déguisés en jeux mobiles. Alors, Vodoo possède aussi un réseau social, Wiz, qui fut dans l'actu pour de très mauvaises raisons début d'année, et c'est son CEO qui reprend les rênes de BeReal.
est-ce qu'ils vont reprendre la base utilisateur? Est-ce qu'ils vont fusionner le réseau avec Wiz pour faire de nouveaux Wiz? Continueront-ils indépendamment? Autant de questions modérément passionnantes auxquelles je répondrai avec un enthousiasme lui-même très modéré si j'en ai l'occasion à l'avenir. Ouais, ce qui m'interrogeait, c'est qu'à la limite, si c'était une forme de succès en soi, ça pouvait facilement être une fonctionnalité intégrée ailleurs, mais j'ai toujours de la peine à penser que ça puisse être un réseau social en soi. Pour autant, moi j'ai, pas mal de personnes dans mon entourage qui sont évidemment pas du tout représentatives de l'ensemble de la population, mais qui utilisent, et qui voient une vertu aussi par l'historique. En fait, je sais pas pourquoi, mais ce qui leur plaît aussi beaucoup, c'est que comme ça les force à faire leurs publications chaque jour, ça leur permet d'avoir une sorte de journal de leur vie qui n'est pas forcément toujours Ah. captivant, hein. Mais cette fonctionnalité a ses vertus et quelque part, il y en a qui l'utilisent même sans suivre d'autres, juste parce que ça les force à faire une photo par jour de leur vie. Si c'est pas triste. Bon, il y a de toute façon beaucoup de confusion partout, à travers les réseaux sociaux, mais pas que. Guillaume, tu as fait une collection de confusion en ligne. Ouais, la confusion sur Internet, ça va atteindre des sommets dans les prochains mois. Donc l'IA, il sera évidemment pour quelque chose, hein. Parce qu'entre les vrais fakes et les faux articles, les faux résumés de vrais articles et les fakes qui pourraient en être ou pas, ben ça va être intéressant à suivre. Alors, premier exemple, un candidat républicain est accusé dans une affaire de meurtre sordide, dont, désolé, je vais pas détailler le contenu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il existe une preuve à charge qui est un enregistrement téléphonique et la ligne de défense de l'accusé, c'est un deepfake. C'est ma voix, mais c'est pas moi. Alors, est-ce que c'est le cas? Selon certains experts, c'est peu probable que ce soit un faux, mais en fait, on n'en est pas sûr. Et parce qu'il y a vraiment des tas de manières de cloner une voix, et si on se donne du mal, ça peut être vraiment très, très, très convaincant et très difficile à détecter. Il peut y avoir les respirations, les hésitations, les bafouillements, enfin, je veux dire, Mmh. ça peut être très difficile. C'est pas la première fois que cette ligne de défense est invoquée, hein, une élection, pour aux dernières élections à Taïwan. Il y a eu un cas avec un candidat aussi. La possibilité technique brouille les lignes finalement et nous plonge dans le flou, quoi. Et c'est acté en plus, les IA ont désormais la charge de lire pour nous des articles d'actu et de nous en faire des résumés. Il y a pas longtemps, on parlait de Artifact, de la reprise d'Artifact par Yahoo. Alors l'intégration, c'est faite, hein, c'est opérationnel. Donc sur Yahoo News maintenant, ben, tu peux avoir directement des résumés d'articles qui sont générés automatiquement et qu'on peut faire défiler. D'ailleurs, l'objectif d'Artifact, c'était d'être un TikTok pour le texte. Cette tendance se généralise, hein, et les articles lus et synthétisés par IA sont même déjà en train d'être intégrés dans des fermes, enfin dans des grands agrégateurs, même si elles sont fabriquées par des fermes de contenu qui sont, voilà, comment dire, qui ont une conscience professionnelle douteuse. C'est l'exemple, par exemple, de BNN Breaking, alors BNN Breaking, c'est exactement ça, c'est une content farm, et un de ces articles a été relié par MSN, cet article affirmait qu'un animateur de radio irlandais était accusé d'agression sexuelle. Et ce qui est faux, l'intéressé a attaqué en diffamation, il a attaqué les deux médias. Et BNN, finalement, il a fait qu'évoluer dans sa pente naturelle, hein. C'était une ferme de contenu, un média pourri, hein, le fond du pot, quoi, du journalisme, entre guillemets, puisque le business model, c'est juste de sous-payer, hein, des gens pour paraphraser des articles à droite à gauche sur d'autres sites et puis les mettre sur leur site à eux et foutre des pubs dessus. Alors évidemment, quand GPT est arrivé, c'est fait une bénédiction, évidemment, hein, paraphraser des centaines d'articles à l'heure et pratiquement à l'œil aussi, c'est devenu possible, donc tout ça c'est devenu industriel, et puis la relecture, on n'a pas le temps. Le pire de tout, c'est que ça marche, et que certains de ces articles sont donc relayés par des grands agrégateurs super connus comme MSN, hein, mais aussi par Google News, et ils sont parfois de là cités dans des grands journaux. Alors c'est ballot que Microsoft, qui est quand même plutôt pas mal impliqué dans la course à l'IA, se retrouve dans ce genre de scandale. Alors BNN n'existe plus en lui-même, hein, c'est devenu BNN GPT, un outil de recherche qui, je cite, va redéfinir la manière dont vous recherchez et interagissez avec l'information. C'est vrai, d'ailleurs, ça pourrait même redéfinir la notion d'information, finalement. Ah, J'ai pas testé, mon navigateur m'a mis une alerte de sécurité avant même de me connecter. Donc, bon, ok. voilà. Dans des content farms comme BNN, NewsGuard en a déjà recensé 957 en 16 langues, dont le français, hein. Bon, c'est des trucs qui ont des noms génériques comme iBusiness Day, Ireland Top News, Daily Time Update, ce genre de conneries. Ce sont des usines à articles qui sont au mieux de faible qualité et au pire totalement inventées. Parfois, c'est des forces étrangères qui sont derrière. Il y a quand même 167 sites qui se font passer pour des médias locaux et qui sont en fait gérés par des Russes et qui ont d'ailleurs une thématique favorite, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis parfois, c'est juste des trucs pour faire du pognon et ça va très bien, quoi. Eh ben, dis donc.
On continue, Guillaume, avec de la confusion en ligne, mais là, plus massive peut-être et encore plus qui suscite encore plus de désorganisation et même de problèmes sur même la santé de la population, et qui nous rappelle d'ailleurs le fait qu'on a toujours parfois une vision. Toujours parfois, je ne sais pas comment j'arrive à dire ça, qu'on a parfois une vision assez manichéenne des rapports politiques et culturels dans le monde. Là, une affaire qui pointe le bout de son nez, Guillaume, qui montrerait que des actions américaines auraient été faites en matière de désinformation vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis des solutions de vaccins chinois, et qui auraient dessiné plus particulièrement les Philippins, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, ouais. C'est carrément un scoop, hein, je pense, dévoilé par Reuters, qui en étonnera peut-être pas certains, mais qui certainement est calamiteuse en termes d'image et de crédibilité, hein, pour les US et pour l'Occident en général, puisqu'on y apprend que le Pentagone a lui-même mené des campagnes de désinformation anti-vax aux Philippines, entre autres, au plus fort de la pandémie de Covid. Au moins 300 comptes X ont été créés par le Pentagone à l'été 2020, et ils se faisaient passer pour des Philippins, hein, qui ont mené des vagues coordonnées d'infox contre le vaccin chinois, le Sinovac, qui était à l'époque le seul disponible dans le pays. Avec des messages très subtils, comme voilà, le vaccin vient de Chine et le virus vient de Chine, il faut pas leur faire confiance. Ce genre de truc. Bon, l'Asie du Sud-Est a été visée en premier, mais ça s'est étendu au-delà, hein, dans des pays arabes, au Moyen-Orient, où ils ont joué sur la peur que le virus ne soit pas halal, hein, j'imagine, en disant qu'il était fait avec des dérivés de gélatine de porc, ce qui était faux et de toute façon sans objet, puisque de toute façon pour sauver une vie, ça n'aurait pas posé de problème de prendre un truc, même s'il y avait eu des dérivés de gélatine de porc. Au Moyen-Orient, comme aux Philippines, le virus faisait déjà largement des milliers de victimes, hein, et suscitait évidemment suscitait la méfiance, voire décourager à utiliser les seuls moyens de défense disponibles à ce moment-là. Ça a sans doute eu des conséquences dramatiques, et d'ailleurs il y a sans doute eu des morts qui auraient pu être évitées, et donc c'est indéfendable. Semer le doute sciemment en période de critique, comme celle-là, c'est vraiment la pire idée, et ça peut avoir des conséquences catastrophiques et même des effets secondaires. Et d'ailleurs, on a un autre exemple, hein. Pendant la chasse à Ben Laden, la CIA a utilisé une campagne de vaccination, une prétendue campagne de vaccination au Pakistan, comme couverture pour essayer de récupérer des échantillons d'ADN de sa famille. Cette opération a été découverte et de colère, la population s'est pris à d'autres campagnes de vaccination contre la polio, qui étaient sans aucun rapport et qui ça a contribué à la résurgence de la maladie dans le pays. Donc, ces psyops, hein, comme on dit, ces opérations psychologiques, ce sont des trucs qui peuvent être vraiment très graves et qui ont vraiment des impacts, quoi, hein. Alors celles-ci, elles se sont déroulées en représailles, en quelque sorte, à une campagne d'infox chinoise qui faisait courir le bruit selon lequel le virus serait en fait américain, amené par un militaire lors d'une compétition sportive, hein, ou bien qu'il aurait été conçu dans un labo américain. Alors tout ça, c'est fumeux, hein. Alors c'était Trump à l'époque, hein, qui était aux manettes, hein, et on se souvient qu'à l'époque, il a lancé l'opération Warp Speed pour avoir des vaccins le plus vite possible. Ça a plutôt bien réussi, mais en fait, ça concernait surtout les Américains. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord donné les vaccins aux Américains, puis ensuite seulement, ils ont éventuellement proposé au reste du monde. La Chine a une attitude moins auto-centrée et a envoyé plus d'aide dans la zone asiatique en particulier. Et aux Philippines, c'était le désespoir, hein, et puis ils étaient là, ils étaient un petit peu les seuls, quoi. Donc ça a modifié évidemment l'équilibre des influences géopolitiques, hein, et ça a été une motivation suffisante pour le Pentagone de l'époque, hein, pour mener une psyops pour contrer l'influence chinoise. Tout le monde n'était pas d'accord, hein. Aux États-Unis non plus, tous les Américains, enfin tous les responsables n'étaient pas d'accord. Et en temps de paix, le département d'État aurait sans doute fait annuler le programme complètement. Mais déjà en 2019, il semble qu'on n'était plus vraiment en temps de paix, hein. Le secrétaire d'État de l'époque a obtenu que la compétition face à la Russie et la Chine passe en mode de combat actif, ce qui autorise les opérations de propagande sous couverture en particulier. Alors ce genre de truc date pas d'hier, évidemment. Il y a la désinformation, ça fait partie de la guerre, hein. L'opération Fortitude vient immédiatement à l'esprit. Il y a eu des distributions de tracts au Vietnam aussi, en Corée, au Koweït. Il y a des influenceurs, hein, qui ont été recrutés en Iran à une certaine époque. Il y a des soap-opéras qui ont été financés pour essayer de modifier l'opinion de la population. Donc c'est assez naturel que ce genre d'opération passe sur les réseaux sociaux et qu'ils utilisent évidemment tous les outils disponibles. Donc, soit des vrais influenceurs locaux qui sont payés, hein, voilà, en douce, soit des pubs ciblées, tout simplement, c'est très simple, ou éventuellement des campagnes d'influence clandestines, c'est-à-dire qui sont faites par des faux comptes. Le Pentagone a même un sous-traitant pour ça, qui s'appelle General Dynamics. Alors, c'est General Dynamics IT, pour être précis. Et pourtant, ils sont pas très doués, ces sous-traitants. Parce qu'aussi bien sur X que sur Facebook, ils ont été très très visibles, et d'ailleurs, Facebook a été assez embarrassé. Parce que ils ont pris tellement peu de soin à cacher leur origine que quand Facebook a fait une analyse vraiment basique, hein,
Il a vu une armée de comptes postés en arabe et en philippin avec des IP menant chez une boîte américaine. Ben, ils ont été carrément forcés d'aller voir l'armée en leur disant bon, on vous a vu, quoi. Et vous êtes carrément en train de violer nos conditions d'utilisation, on fait quoi? Et donc l'armée a répondu non, mais on bosse là, donc vous nous virez pas, s'il vous plaît. On va arrêter, promis, les machins anti-vax, on va arrêter. Et puis ça a continué. Donc Facebook était assez navré, le tout s'est fait arrêter finalement sous Biden, mais pas tout de suite. Il a quand même fallu attendre le printemps 2021 pour que tout ça soit formellement arrêté. Et que la demande d'arrêt formel arrive, même si ça a encore continué quelques mois, je sais pas. Les lourdeurs administratives, à savoir. Enfin, à ce jour, évidemment, cette campagne-là, c'est fini, mais General Dynamics IT, lui, il est toujours là. Et vous savez quoi? En février dernier, il a chopé un contrat de 493 millions de dollars avec le gouvernement. Et c'est sans doute pas pour des vidéos de tuto beauté, quoi, tu vois. C'est, voilà, bon. Donc, on parle très souvent des campagnes chinoises, Irak, russes, iraniennes, tout ça. Et elles existent, hein, évidemment. Mais on n'est pas tout blanc. Là, on a parlé des États-Unis, mais on avait aussi évoqué la France quand on avait parlé de Percepto, hein, en Afrique. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, pas tout blanc, effectivement. C'est toujours compliqué parce que c'est difficile aussi de dire que c'est du même niveau, de la même intensité. Le jeu des comparaisons est toujours difficile et pas très pertinent. Mais enfin, effectivement, l'enseignement, c'est de dire aussi que dans des pays occidentaux qui fustigent des actions similaires, il y a malgré tout des trucs pas clean. C'est vraiment un article à lire. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode, comme tous les autres sujets, comme tous les autres articles qui ont permis de construire ce conducteur. Guillaume, depuis quelques mois maintenant, on assiste à une avancée de l'intelligence artificielle, de la possibilité de générer du contenu qui commence à laisser entreapercevoir un avenir, peut-être pas si lointain, où on pourra générer nous-mêmes et personnaliser nous-mêmes notre propre contenu. Il y a carrément un service qui arrive qui assume pleinement cette proposition de valeur. Ben oui, mais d'ailleurs, il y a quelques années, hein, tu avais évoqué la possibilité d'avoir un jour des séries TV ou des films à la demande, avec l'histoire que tu veux, tout ça. Exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, je voyais pas ça arriver avant très 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 longtemps. Moi non plus. Évidemment, avec les générateurs, tout ce qu'on a maintenant, ça paraît moins éloigné, et même maintenant, peut-être. Écoute, en tout cas, c'est la promesse de Showrunner, qui est un site qui s'appuie sur une démo technologique dont on avait parlé. C'était les épisodes de South Park génératifs. Donc c'est une boîte qui a été fondée en fait sur cette techno qui s'appelle The Simulation. Et donc il y a un outil / site web qui en découle et qui donc va s'appeler Showrunner et qui se veut être le Netflix de l'IA. Pour le moment, c'est pas encore dispo. Mais bon, dans les semaines qui viennent probablement, on pourra, avec quelques mots, 10 à 15 mots, générer des scènes, des épisodes complets de 2 à 16 minutes. Et bon, tous les dialogues, les voix, le montage, les animations, tout ça sera synthétique et fait par des algos, quoi. Donc il y aura différents types de plans, des personnages cohérents, il y aura même un vrai, entre guillemets, développement de l'histoire. Tu pourras même mettre les mains dedans si tu veux, et modifier le scénario, remixer des épisodes déjà faits, ou comme une sorte de Udio pour les dessins animés quelque part. Parce que pour le moment, c'est un petit peu le style visé, c'est des dessins animés satiriques à la South Park ou à la BoJack Horseman, quoi, un petit peu. Et ça se passe apparemment dans une espèce d'univers partagé qui s'appellerait Sim Francisco. Et il y a des sortes de templates comme Exit Valley ou Utspa ou un truc cyberpunk japonais qui s'appelle Hikiru Shinu. Et Pixel qui est par contre style Pixar dans le style de Cars. Et je suppose que donc dans ce cadre graphique-là, dans ce contexte-là, tu vas pouvoir demander les épisodes que tu veux apparemment. Alors pour l'instant il y a des petits extraits, donc j'ai vu les petits extraits, donc il y a 49 secondes sur Pixel. C'est raisonnablement marrant, mais enfin c'est 49 secondes, donc c'est dur de se faire une idée. Exit Valley dure 5 minutes, donc c'est déjà un peu plus sérieux, et c'est vrai que c'est carrément du South Park, avec du montage et tout quand même. Au début, c'est pas trop mal. Bon, après, clairement, il y a des longueurs. Au bout de 3 minutes, quand même, tu remarques que... il y a des longueurs, le ton est très monocorde, tu vois, il y a un peu trop de texte. Et bon, c'est quand même casse-gueule, quoi, aussi. Tu fais des séries humoristiques avec des LLM. C'est pas un peu à contre-emploi, on sait très bien que l'humour, c'est un truc qui est très mal géré par les LLM. Ouais. C'est pas du tout un de leurs points forts, quoi, de toute façon. Et on sent la volonté de faire du satirique. L'épisode 1 de Exit Valley, ça se termine sur Zuckerberg qui massacre les Winklevoss, donc littéralement. Alors, tu vois, c'est toujours pareil. C'est incroyable que tu arrives avec un truc synthétique à faire un truc comme ça, c'est complètement fou. Mais honnêtement, je vois pas trop pourquoi je regarderais ça avec la centaine de séries de qualité qu'il me reste à voir un peu partout d'ailleurs, quoi, tu vois. Bien sûr. Donc c'est même pas de plus, si ça marche vraiment comme annoncé, vers une ère du divertissement individualisé. Donc c'est effectivement à suivre, à voir,
t'imagines si on a un partenariat entre Showrunner et Luma, par exemple, Mm. voilà, dans les années à venir, avec les prochaines itérations, ça pourrait évoluer de manière assez incroyable. Même si, effectivement, pour l'instant, je me vois pas regarder des épisodes de Showrunner, quoi. Mhm. Bon, ça avance en tout cas, hein. C'est une direction qui est prise clairement dans le vidéo-divertissement et les technologies qui tournent autour. On continue, Guillaume, avec les news qui ne manquent pas de complexité. A priori, c'est complexe du côté d'Amazon pour son nouvel Alexa. Oui, on a parlé du nouveau Siri, mais un autre pionnier de l'assistant des années 2010, là, c'est Alexa, hein, et elle doit aussi subir une refonte totale, hein, avec un LLM. Alors, c'est pour quand? Selon des témoignages recueillis par Forbes, c'est pas pour tout de suite. Amazon serait pas prêt à lancer ne serait-ce que la version d'Alexa dont ils ont eux-mêmes montré la vidéo il y a 6 mois, hein, faut quand même s'en souvenir. Et le comble, c'est parce qu'Alexa est déjà très sophistiquée et qu'elle sait déjà faire plein de trucs. En un sens, c'est ça qui la handicape, parce qu'elle possède beaucoup de skills. Alors, les skills, c'est ses apps à elle, hein. Donc on peut en installer, en acheter pour lui donner de nouvelles capacités. Et bon, ce système, il est très cool, mais il repose sur la manière de fonctionner d'Alexa d'aujourd'hui et d'hier, hein, qui est en gros un système à base de règles et qui est beaucoup plus déterministe qu'un modèle de langage. Hmm. Et donc, résultat, concilier à la fois un fonctionnement fiable et la multitude de skills d'Alexa avec les nouveaux systèmes IA, apparemment, c'est un vrai casse-tête, et d'ailleurs, Amazon vient de racheter Sanofi pour avoir des prix sur les Doliprane. Non, c'est faux, évidemment, mais les maux de tête des ingénieurs sont sans doute bien réels, hein, et Amazon risque de se retrouver dans une position vraiment paradoxale, parce qu'ils ont été les premiers à proposer un assistant qui a été relativement utile et qui a été très bien adopté aux US. Il y a énormément de gens qui ont encore des Alexa chez eux, hein, qui sont encore très utilisés. Et en même temps, c'est peut-être à cause de ça qu'ils risquent de se retrouver en dernier pour justement le faire évoluer vers la nouvelle génération, quoi. Donc c'est assez ironique. Eh ben écoute, comme quoi, c'est vraiment la rubrique complexe. J'aime beaucoup, Guillaume, je me dois de le citer à l'antenne, que tu veuilles nous parler du suaire de Turing. J'aime beaucoup, sache-le, c'est un des meilleurs jeux de mots que j'ai vu. Bravo. Merci, merci. Non, mais le test de Turing est-il passé par GPT-4? Alors, informellement, c'est plié, tout le monde pense que oui. Et encore une anecdote qui va dans ce sens cette semaine, puisque GPT-4 a été utilisé pour discuter par mail avec des arnaqueurs et leur soutirer automatiquement des informations. Alors, GPT-4 a été prompté pour réagir comme ta grand-mère, probablement, et répondre au spam, donc, en faisant durer le plaisir, en faisant durer la conversation le plus longtemps possible. Assez en tout cas pour soutirer des numéros de compte bancaire ou des portefeuilles crypto aux arnaqueurs, quoi. Et donc ça peut prendre du temps, ça, hein. En moyenne, c'est 32 messages. 32 messages des arnaqueurs, d'ailleurs, et une quinzaine du chatbot. Donc faut avoir le temps de faire ça, et donc c'est très très bien que ChatMami s'en occupe, quoi. Donc ChatMami a envoyé des milliers de messages dans plein de langues différentes pour récupérer des informations sur 600 banques dans 73 pays. Les comptes en question doivent être du coup dans le pays cible parce que c'est plus crédible. Et donc, quand tu as les numéros, tu peux demander aux institutions concernées de fermer les comptes et peut-être même d'ouvrir des enquêtes, etc. Je sais pas. En tout cas, c'est un projet qui a été quand même complexe et long puisqu'il a duré 2 ans. Et la majorité des comptes récupérés étaient aux US et en Angleterre. Donc voilà, parce que c'est des pays de prédilection pour arnaquer les mamies, hein. Je veux dire, l'Angleterre, ils ont décrété que c'était carrément un problème de santé publique, si j'ose dire. Et donc GPT passe le test de Turing du spam, c'est déjà ça. Mais il y a quelqu'un qui est très très intéressé par le sujet et qui veut vraiment faire passer ce foutu test au bot d'OpenAI. C'est Cameron Jones. Ah, Parce qu'il a pourquoi? coécrit au moins 3 articles sur le sujet. Et on en parlait déjà en avril dernier d'ailleurs. À l'époque, ils avaient fait une sorte de jeu en ligne public. Ils avaient déjà constaté que certains prompts étaient plutôt bons pour se faire passer pour des humains. Ils avaient même inclus Elisa, le premier chatbot, hein, qui avait un score étonnamment bon aussi pour l'époque. Alors moins que les GPT, bien sûr, mais bon. Bien plus qu'on ne pourrait le croire, hein, voilà, c'était quand même au-dessus de 20%. Et c'était un jeu en ligne avec des gens qui participent pour le fun. Et finalement, Cameron a voulu faire un test de Turing un peu plus sérieux, avec une expérience randomisée et contrôlée. Donc ils ont utilisé des prompts optimisés. D'ailleurs, il y a un autre article dessus, hein, qui devrait sortir. Les jeux durent 5 minutes. Et on est toujours dans un scénario à 2 joueurs au lieu des 3, hein, pour l'expérience originelle imaginée par Turing. Et donc on a, comme la dernière fois, un témoin qui discute, enfin un témoin entre guillemets, hein, qui discute avec quelqu'un, ou quelque chose, et qui doit du coup savoir, voilà, enfin non, pardon. C'est pas vrai. D'ailleurs, le témoin, en fait, c'est celui qui doit se faire passer pour un humain, pardon. Donc, il y a quelqu'un qui discute avec un témoin, entre guillemets, qui doit se faire passer pour un humain, et qui donc est soit un humain, soit un bot. Et donc, l'interlocuteur doit donner son verdict au bout de 5 minutes. Uh-huh. Il y a 500 participants recrutés, spécifiquement pour l'occasion. Il y a eu 100 jeux. Et encore une fois, ils ont testé GPT-4, GPT 3.5 et Elisa, toujours fidèle au poste, hein, après pas loin de, je sais pas, 60 ans de bons et loyaux services, mais tu sais, à la retraite maintenant, hein. À moins que, va savoir ce que l'avenir nous réserve d'ailleurs en la matière.
Bref, c'est pas le sujet. Le résultat, c'est que GPT-4 et GPT-3.5 réussissent à se faire passer pour des humains une bonne moitié du temps. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que la différence finalement entre GPT-4 et GPT-3.5 est pas statistiquement significative. Donc finalement, c'est pas la peine d'avoir un... Ce que ça voudrait dire, c'est que ça vaut pas la peine d'avoir c'est pas la peine d'avoir un bot extrêmement sophistiqué pour réussir à se faire passer pour un être humain, ce qui fait toujours un petit peu mal à l'ego. Elisa arrive toujours à se faire passer pour un humain 22% du temps, c'est quand même complètement fou. Et un humain arrive à convaincre qu'il est humain 67% du temps. Alors par contre, les gens qui sont familiers des LLM, comme vous, chers auditeurs, ne sont pas meilleurs que les autres pour détecter les humains. De même, ça n'a aucun lien avec le sexe, le niveau d'éducation. Comme la dernière fois, il y a eu une discussion sur les stratégies, voilà, vous demandez des détails perso, voilà, c'est un truc comme ça, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de nouveautés par rapport à la dernière fois. Hein. Le résultat, disons, semble se consolider, c'est-à-dire que bien prompté, avec un prompt bien adapté, on n'a pas plus de chances que le hasard pur de détecter un chatbot. Et encore, ça, c'est vraiment dans le cas où on sait que ça peut être un chatbot. Donc dans la nature, quand tu ne sais pas à qui tu t'adresses, à mon avis, c'est plié tranquille. Bon, justement, hein, on peut rester dans la continuité. Il y a un sujet qu'on avait déjà relayé et qui a déjà fait les choux gras de l'actualité, c'est la guerre que mène Raphaël Enthoven, prenez les guillemets, philosophe qui parle et qui met en avant assez régulièrement les capacités limitées de ces chatbots, hein, qui ne pourront jamais égaler l'intelligence de la philosophie humaine, Guillaume. Même dans 1000 ans. Dans un registre effectivement très connexe, hein, on peut être sûr qu'un chatbot peut se faire passer à coup sûr pour un brillant élève de terminale en philosophie, et sans aucun problème pour Enthoven lui-même. Alors, c'est vrai, j'avoue, ça m'a fait ma journée. Monsieur Phi, dans une longue et détaillée vidéo YouTube, revient sur le livre d'Enthoven, L'esprit artificiel, que je n'ai pas lu, perso, parce que je vais pas payer 19 balles pour ça, faut pas déconner. Mais lui, il l'a lu manifestement, et c'est apparemment un abîme de vide et d'incompétence. Monsieur Phi, d'ailleurs, en présente plein de passages, hein, que vous pouvez carrément lire si vous faites arrêt sur image, voilà, pas dans la vidéo, qui montrent à quel point le contenu est recyclé de ses anciennes interventions sur les divers plateaux. Il montre aussi la pauvreté abyssale de la bibliographie en matière d'intelligence artificielle, hein, qui est quand même le sujet du livre, hein, et qui ne manque pas de matière. On veut dire, là, la production, ça va, tu vois, autant livre, article, je veux dire, ça va, ils sont produits. Donc il montre en fait à quel point Raphaël ne connaît rien au sujet, et surtout ne fait même pas mine de s'y intéresser, ne serait-ce qu'un minimum. Il préfère digresser pendant des chapitres entiers sur ses propres marottes, hein, qui sont totalement hors sujet. Mais Monsieur Phi ne s'arrête pas là. Il fait une véritable étude statistique et il fait une sorte de test de Turing philo. Parce que le seul fait d'arbre d'Enthoven avec les IA, en fait, c'est ce prétendu match entre lui et ChatGPT. Sur une disserte de philo, hein, qu'on a d'ailleurs relié à l'époque, hein. Lui dit que c'était pas un match d'ailleurs, parce que trop facile, hein, mais moi en plus je dis que c'est pas un match, mais pour d'autres raisons, parce que voilà, ChatGPT a été mal prompté, c'est le truc qui a été mal mis en place, ce truc qui est surmédiatisé, et effectivement ce match n'a pas grande valeur de toute façon. Bon. Mais le plus drôle, c'est que Raphaël lui-même donne une clé très simple pour se faire contredire massivement. Parce qu'il répète sur tous les toits qu'un chatbot ne peut pas faire de problématiques de philo, soit dit en passant, donc voilà, qu'on fait une disserte. Faites la problématique. Qu'est-ce que c'est que la problématique de ce sujet de philo? Bon, ça, en fait, ça tient en quelques lignes, hein, ça tient un ou deux paragraphes, quoi. Et bon, il l'a pas fait dans la disserte, le ChatGPT, il l'a pas fait parce qu'on lui a pas demandé, en fait, tout simplement. Et le simple fait de lui, le simple fait pour lui que ChatGPT n'ait pas fait de problématique cette fois-là, hein, ça lui suffit pour dire qu'aucune IA, jamais, même dans 1000 ans, je cite, n'en sera jamais capable. Présomptueux, peut-être. Alors, Monsieur Phi, il lui a demandé à ChatGPT de faire une problématique, et bien sûr qu'il y arrive, hein, mais il est allé beaucoup plus loin, il en a récolté des faits par des humains, par des profs de philo, il en a fait faire par GPT avec un prompt simple et un prompt qui imite Enthoven, le style d'Enthoven, et il a soumis tout ça à l'aveugle au jugement de gens en ligne. Dans les 500 personnes à peu près, je crois, dont presque une centaine de profs de philo, il vous regarde les résultats et il fait une véritable étude statistique de tout ça. Alors les résultats, je vais pas vous les spoiler, parce que ce serait dommage, parce que du coup, ça fait moins de vues à Monsieur Phi, et franchement, je lui dois bien ça, parce que franchement, sa vidéo est à hurler de rire, donc franchement, ça vaut le coup. Sachez juste qu'Enthoven est très facile à imiter, et que je comprends du coup qu'ils se sentent menacés. Parce que oui, quand tu répètes partout, tout le temps, que tu te sens pas menacé par un truc, tu donnes un peu l'impression de l'inverse en vrai. Et puis bon, on comprendrait pourquoi.
Je vous renvoie aussi à une autre vidéo de Monsieur Phi, pourquoi les philosophes médiatiques disent de la merde. Vous le trouverez assez facilement également. Guillaume, on continue. Tu veux une nouvelle fois nous parler d'un autre de tes chouchous, le Mamba. Oui, parce que bon, que nous réserve l'avenir des IA? Alors je sais pas, en fait, évidemment, mais c'est intéressant de suivre justement les candidats à la succession des Transformers. Mhm. Transformers qui sont l'architecture dominante aujourd'hui dans les modèles de langage, mais qui sont aussi devenus assez courants dans la génération d'images, généralisés dans la génération de vidéos, donc ils sont au cœur de beaucoup de choses. Mais pas forcément parce qu'ils sont tellement meilleurs en tout que les architectures les plus anciennes. C'est surtout parce qu'en pratique, on peut massivement les paralléliser. En tout cas paralléliser leur entraînement, et c'est au moins aussi important que leur performance propre, si ce n'est plus, parce que ce qui est possible à faire en pratique, évidemment, c'est ça qui est important, quoi. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Et par exemple, est-ce que les réseaux de neurones, même standards, sont le meilleur choix possible pour apprendre des trucs? C'est pas si évident. Et il y a des recherches qui se font perpétuellement pour savoir si on peut faire autrement, s'il y a des challengers. D'ailleurs, il y a un challenger qui est apparu dernièrement qui s'appelle les CAN. CAN pour Kolmogorov-Arnold Networks, donc les réseaux de Kolmogorov-Arnold, dont le but c'est très rapidement d'utiliser des combinaisons de fonctions un peu plus complexes que les réseaux de neurones pour approximer les tâches qu'on va faire. Parce qu'en gros, les réseaux de neurones approximent ce qu'on veut faire. Vous voulez approximer une fonction super complexe, vous voulez faire un truc super compliqué. Les réseaux de neurones, ils vont approximer ça avec des combinaisons de fonctions simples, qui sont des fonctions linéaires, avec des fonctions d'activation, donc une petite non-linéarité. Mais globalement, c'est des combinaisons de fonctions simples, finalement, et qui sont fixes. Le CAN, en fait, il veut remplacer ça par des combinaisons de spline, qui sont des fonctions non linéaires, et dont la forme de chacune serait apprise. Comme on apprend les poids des neurones, en fait, on apprend là carrément la forme des fonctions. Donc du coup, c'est des combinaisons de fonctions plus complexes qui pourraient faire converger plus vite avec moins justement de ces fonctions, puisqu'elles sont elles-mêmes plus complexes chacune. Et donc, effectivement, ça convergerait plus vite. Après, c'est compliqué, parce qu'il faudrait qu'en pratique, sur des très gros réseaux, ça vaille le coup de changer. Et ça, c'est pas encore tout à fait clair, donc c'est quand même ça reste une piste de recherche active. Mais sans aller jusque-là, même les transformers peuvent être, peuvent avoir aussi leurs inconvénients, qui sont pas forcément aussi fondamentaux, mais en pratique, il y a des inconvénients, et on a surtout l'inconvénient de la mémoire. Puisqu'un chatbot, ça a une mémoire vive et une mémoire morte, si vous voulez. Donc la mémoire morte, elle est figée, c'est dans les poids, donc c'est encodé à l'intérieur du modèle lui-même. Et on ne peut pas le changer, sauf si on le réentraîne, et faire un entraînement d'un modèle, c'est très lourd, c'est très cher, donc en général, on le laisse figer, pendant très longtemps, puis on en fait d'autres. Les mémoires vives, c'est là que va le prompt, tout simplement, c'est sa fenêtre de contexte, c'est là que vous écrivez, puis c'est là aussi qu'il répond, et on peut lui envoyer des instructions dans le prompt, tout simplement, quand vous allez sur ChatGPT. On peut aussi lui donner des informations à traiter dedans, donc un article à résumer, par exemple, et puis vous pouvez aussi lui expliquer comment faire un truc, en lui donnant des exemples, et puis comme ça, il peut apprendre de nouvelles choses, sans pour autant que vous ayez à le réentraîner complètement. C'est ce qu'on appelle le in-context learning, donc l'apprentissage en contexte. Et donc c'est fondamental ça, aux performances des chatbots actuels, c'est parce qu'ils sont capables de ça qu'ils sont aussi incroyables, qu'ils sont aussi étonnamment efficaces, Et comme dernièrement on aime bien avoir des modèles multimodaux capables de traiter des images, du texte, des sons, des vidéos, la taille de cette fenêtre elle est fondamentale parce que tout ça c'est encodé sous forme de tokens, et donc évidemment une image ça fait pas mal de tokens, une vidéo ça fait énormément de tokens, donc on a besoin de beaucoup de mémoire. Or cette mémoire elle est chère. Elle est chère autant en gigaoctets qu'en quantité de calcul nécessaire pour pouvoir la traiter. Et donc cette limitation, les modèles récurrents, des modèles qui sont plus anciens dans leur idée, ne l'ont pas. Mais le problème, c'est que les modèles récurrents ne sont pas parallélisables. Et donc, on a vu des tentatives de concilier les deux. Donc l'histoire de la récurrence qui ne soit pas parallélisable et l'histoire des transformers qui sont parallélisables, on essaie de concilier les deux. Et c'est un petit peu l'idée de Mamba, en particulier, donc, qui est un concurrent sérieux, mais sérieux à quel point? On a un début de réponse dans une étude de NVIDIA qu'ils ont fait en partenariat avec Together AI, Cartesia et Princeton, et l'université de Wisconsin et celle de Carnegie Mellon. Donc il y a du monde, voilà. Donc c'est une étude pas que de NVIDIA, il a participé. Et donc ils se sont amusés à entraîner des modèles de langage jusqu'à une taille respectable de 8 milliards de paramètres, avec donc diverses architectures pour pouvoir les comparer. Alors c'est quand même un petit boulot, c'est même un gros boulot, parce que 8 milliards de paramètres, évidemment, c'est pas super gros si on le compare à GPT-4 ou machin, mais c'est quand même gros, c'est des jours de calcul sur des très gros serveurs pro à chaque fois, donc faut pas non plus minimiser le boulot. Alors le résultat, sans rentrer dans les détails évidemment, c'est est-ce que Mamba est à la hauteur? La réponse est pas tout à fait. En fait, Mamba est puissant, ça marche bien,
mais Mamba a ses défauts aussi, et c'est des défauts qui viennent de sa nature même. Parce que Mamba, c'est une architecture récurrente, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait, il lit tout simplement les mots les uns après les autres, et c'est tout, c'est-à-dire qu'il lit les mots les uns après les autres sans aucune limite. Il n'y a pas vraiment de notion de fenêtre de contexte, il lit les mots les uns après les autres autant qu'il y en a. Et en fait, il peut en lire autant qu'on veut parce qu'il maintient une mémoire interne de ce qu'il a vu, et si on lui demande d'estimer la probabilité du prochain mot, par exemple, il va le faire en fonction du mot qu'il voit, qu'il a sous les yeux, et puis de sa mémoire. Cette mémoire, donc, et cette gestion de la mémoire, sa gestion de mémoire, elle est cruciale. Parce que cette mémoire, c'est une version compressée de tout ce qu'il a vu, et donc il doit être capable de retenir ce qui est pertinent. Et donc il y a tout un tas de mécanismes de gating, c'est-à-dire de sélection pour enregistrer ou oublier des trucs dans cette mémoire, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais bon, c'est hyper avantageux de ne pas avoir de fenêtre de contexte à proprement parler qui soit de taille fixe. Mais le problème, c'est que c'est aussi là que ça pêche un peu, parce que Mamba a une mémoire donc, qui est potentiellement infinie, mais elle est aussi un peu floue. Quand on lui demande de réécrire des choses verbatim, par exemple, il a du mal. Donc un exercice évident, c'est celui du répertoire téléphonique. C'est simple, hein, tu lui donnes en début de prompt les numéros de téléphone de plusieurs personnes, comme ça, puis au bout d'un moment, tu lui demandes de te donner le 06 de machine. Et là, donc, il doit se souvenir, machine, elle a quel est son numéro, et puis il doit te réécrire le numéro. Donc il doit copier des choses qu'il a dans sa mémoire, en fait. Et Mamba, il a du mal à faire ce genre de choses, parce qu'il n'a pas une mémoire photographique des trucs. Il a une mémoire un petit peu comme nous, finalement, une mémoire où les choses sont compressées dedans, certaines sont plus floues, etc. Les Transformers, eux, n'ont pas ce problème. Parce qu'en général, leur mémoire, c'est leur monde entier, quoi. C'est la fenêtre entière de contexte, et ils y ont accès simultanément tout le temps. À tout instant, ils ont accès à la totalité de cet historique en clair. Donc ils sont meilleurs à ce jeu-là. Mais du coup, ils sont aussi meilleurs que les Mamba à l'apprentissage en contexte. Puisqu'on peut apprendre un chatbot à faire un truc en lui montrant des exemples, il va avoir d'autant plus de mal à le faire bien s'il n'arrive pas à se rappeler avec précision des exemples qu'on lui a montrés. Donc ça, c'est des limitations objectives de Mamba. Est-ce que c'est mort pour autant ? Pour Mamba tout seul, c'est mal barré. Mais il existe une solution qui est un compromis, et qui consiste à rajouter quelques couches de Transformers, pas beaucoup, mais quelques-unes, régulièrement dans un Mamba. En fait, il y a des couches Mamba comme il y a des couches Transformers, donc vous pouvez faire, au lieu d'avoir que des couches Mamba, pour avoir un réseau profond, vous faites Mamba, Transformer, Mamba, Transformer, etc. Et une certaine petite proportion de Transformers, c'est une hybridation qui est une solution apparemment à tous les problèmes. C'est une solution d'ailleurs qui commence à devenir carrément populaire parce qu'il y a un truc qui s'appelle Jamba, qui est fait par AI21, qui est apparemment assez efficace. Et désormais, il y a aussi Samba de chez Microsoft, qui n'est pas exactement un hybride de Transformer Mamba, mais qui s'en rapproche vraiment énormément en fait. Et dans l'article avec Nvidia, ils en fabriquent aussi un hybride comme ça, Transformer en Mamba. Et finalement, cet hybride s'avère très très prometteur, parce qu'il affiche les mêmes bénéfices que Mamba. Donc, en gros, la mémoire à long terme. Il a des besoins en ressources réduits, parce que Mamba aussi, on ne l'a pas dit, mais ça demande beaucoup moins de calcul en réalité à l'inférence pour des contextes longs que les Transformers. Et il a plus mais par contre, l'hybride n'a pas les inconvénients de Mamba, parce que les blocs Transformers qu'on lui rajoute, en fait, ça s'occupe de compléter la mémoire que lui a plus floue sur le long terme, en réalité. Donc, il y a une sorte de complémentarité entre les deux, et donc cet hybride, il est meilleur qu'un Transformer tout seul, quoi. Et il est aussi jusqu'à 8 fois plus rapide en inférence sur des longs contextes. Donc un compromis, peut-être pour le meilleur des deux mondes. Écoute, c'est chouette, ça avance bien, parfait. Merci Guillaume, on va les suivre encore, les petits Mamba. On va terminer, tu avais un dernier document de recherche, si je dis pas de bêtises, que tu voulais partager ? Oui, alors comme on parlait la dernière fois de l'évolution de l'efficacité de faire tourner des modèles de langage, oui. Il y a 2 articles intéressants qui montrent un peu les forces combinées des améliorations du matos et celles des algorithmes, donc du software et du hardware, quoi. Alors les améliorations du matos sont incontestables, évidemment, et d'ailleurs elles continuent à s'améliorer, et même si la fameuse loi de Moore s'est carrément essoufflée depuis des années maintenant, on continue de compenser en mettant des serveurs toujours plus gros, toujours plus grands, et en nombre toujours plus élevé, pour d'ailleurs développer des puissances qui sont colossales. Mais il faut bien voir que c'est pas gagné, en fait. En fait, on l'oublie souvent, mais aligner 2 serveurs, ça ne veut pas dire que tu vas aller 2 fois plus vite. Si tu fais 2 choses en même temps, et si tu fais 2 tâches qui n'ont pas besoin du tout de se parler entre elles, oui, effectivement, ça va 2 fois plus vite. Mais si la tâche que tu demandes, elle nécessite des communications entre divers processeurs, entre divers serveurs, là, par contre, c'est pas du tout proportionnel, en fait. C'est pas du tout gagné que ce soit proportionnel. Or, même si c'est bien parallélisable, entraîner un modèle de deep learning, ça demande quand même une certaine quantité d'échanges entre nœuds, et donc ça demande du travail.
pourra être proche d'un rendement, si tu veux, proportionnel comme ça au nombre de machines. Et la bonne nouvelle, qui nous vient de Nvidia, hein, c'est qu'on y arrive encore. C'est ça qui est fou, et qu'on y arrive encore à des échelles époustouflantes, hein, puisqu'ils ont réussi à faire tourner 11 616 GPU H100 tous ensemble pour faire un fine-tuning de GPT-3 en seulement 3 minutes et demie. C'est pas un entraînement complet, hein, c'est un fine-tuning, mais c'est quand même une belle performance. Et surtout, c'est bien parce qu'ils avaient fait la même chose avec un système avec 3584 GPU, qui avait mis dans les 11 minutes à faire ça l'an dernier. Or, 3,2 fois 3584, ça fait 11 468. C'est-à-dire en fait, en gros, le nombre de GPU qui ont été utilisés cette fois-là. En réalité, ça fait à peine moins, ça veut dire que, parce qu'ils en ont utilisé 11 616 au lieu de 11 468. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on est très proche d'une proportionnalité parfaite. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ressources GPU perdues en overhead, si vous voulez, qui sont perdues, qui ne sont pas utilisées, quoi. Donc, c'est très bien, parce que ça veut dire qu'on a une utilisation qui est très efficace du matériel, ce qui est bien parce que du coup, on ne consomme pas d'énergie pour rien. Et en plus, c'est crucial quand on a des projets pharaoniques de super ordinateurs monstres comme Microsoft en a un, par exemple, pour l'avenir, et puis les autres aussi. Donc ça, c'était un truc intéressant. Et donc, le matos, ça va toujours plus fort, hein, mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre article qui essaye de quantifier les contributions relatives donc, du matos et des évolutions dans les algorithmes, et des méthodes d'entraînement, et des données, et des nouveaux modèles qu'on a par rapport aux anciens. Et en gros, il constate qu'un modèle requiert 2 fois moins de calculs tous les 8 mois pour atteindre des performances qui sont similaires. Mais parallèlement, la quantité de calculs envoyés pour entraîner des trucs double environ tous les 6 mois. Ils ont analysé pas mal de modèles, ils ont plus de 200, et ils sont remontés assez loin, ils sont remontés jusqu'en 2014, donc ça veut dire qu'on part de très très bas, parce qu'en 2014, les modèles de langage, ils étaient très 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 mauvais et tout petits. Donc effectivement, évidemment, il y a une énorme progression, puis aussi une bonne marge d'incertitude. Donc si tu considères les performances aujourd'hui des modèles, hein, qui sont donc incomparables avec celles des modèles d'il y a seulement 5 ans, de toute façon, on trouve que la contribution du matériel est quand même majoritaire. Donc par rapport à 2014, évidemment, la quantité de calcul qu'on utilise aujourd'hui, par rapport à 2014 ou 2012, la quantité de calcul aujourd'hui, elle a augmenté 17 millions de fois par rapport à il y a donc 10 ans. Et le truc, c'est qu'on a fait aussi des progrès sur les algorithmes. Et du coup, c'est comme si on avait encore 22 000 fois plus de puissance de calcul pour avoir le même résultat. Donc tu vois, c'est vraiment intéressant de voir que les algos permettent quand même d'aller encore plus loin que si on avait vraiment que le pur matos, et de manière assez significative. Et on voit aussi que, parce qu'ils quantifient les contributions des diverses transitions, c'est-à-dire des divers modèles, donc on voit des contributions majeures qui sont constatées lors du passage au LSTM, par exemple, et encore du passage au transformer. Et après aussi, grâce au raffinement technique et des diverses méthodes d'entraînement, des diverses méthodes de sélection des données qu'on utilise maintenant dans les itérations des LLM modernes, hein. Et en fait, le passage au transformer, rien que ça, quand on est passé au transformer, c'est 20% de toute la contribution des progrès algorithmiques. C'est dire l'importance du transformer à l'heure actuelle. Top, merci. On va continuer d'ailleurs, même si on passe dans la rubrique qui est moins intitulée complexe, on va continuer à parler un petit peu de matériel pour l'intelligence artificielle, avec une comparaison, Guillaume, entre l'empilement des puces Intel face à des puces graphiques Nvidia, c'est ça? Parce que la semaine dernière, alors qu'on parlait des tarifs demandés par Intel pour ses Gaudi 3, je me hasardais à donner des idées de prix des fameuses GPU Nvidia, le monde entier s'arrache, hein. Ouais. Et c'était globalement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars la puce, et j'ai dans les 150 000 sans doute pour un serveur, c'était au doigt mouillé. Mais du coup, merci Next Platform, hein, qui a fait le calcul à ma place pour avoir des estimations plus précises à cette question que d'ailleurs personne ne m'a posée en particulier, mais bon, voilà la réponse quand même. Que tu t'auto-poses quelque Voilà part. la question que je me suis auto-posée. Alors, combien ça coûte une carte mère équipée de 8 puces H100? Ça coûte 200 000 $. Et si vous voulez l'intégralité du matos autour, le serveur clé en main, c'est 375 000 $. Okay. Alors, pour ce prix-là, vous avez 16 pétaflops, c'est-à-dire 16 000 teraflops, hein, de calcul en précision de 16 bits, et 768 gigaoctets de VRAM en HBM, donc c'est quand même un très joli jouet. Alors, la prochaine génération, parce que ça, c'est des H100, donc c'est la génération actuelle, Hopper, et les Blackwell, donc les B quelque chose, hein, qui seront disponibles un petit peu plus tard, fin de l'année sans doute, c'est pas moins cher. Ce sera pas moins cher, puisque ça sera 300 000 $ la carte seule avec 8 puces, hein, et 470 000 $ pour un serveur clé en main. Notez que vous passez de 16 à 28 pétaflops,
Et si vous utilisez des précisions plus faibles, en 4 bits, vous pouvez aller jusqu'à 56 pétaflops. Alors si vous êtes un nécessiteux, et vous pouvez encore vous rabattre sur des A100 qui ne coûtent que 120 000 balles pour une carte et 200 000 pour un serveur complet. Et une bien meilleure option, si vous pouvez vous passer de CUDA, évidemment, c'est le Gaudi 3 de chez Intel qui fait des prix imbattables avec 125 000 $ seulement pour la carte, pour des performances équivalentes. Donc voilà, c'était les conseils shopping du jour. Dépêchez-vous de commander tout ça pendant qu'il en reste, avec le coupon TechCafé-GPU. Non, malheureusement, on n'a pas de commission, mais de toute façon, ça tombe bien parce que je pense qu'il n'y a pas d'acheteurs, de toute façon, parmi les auditeurs pour ce genre de truc. Cela dit, le prix des serveurs IA monte, et ça va pas s'arranger, en fait, parce que probablement, les serveurs et les maintenances, les gestions d'infrastructures serveurs, ça devient encore plus compliqué, parce qu'on voit arriver le passage en masse, dans les années qui viennent, au refroidissement liquide. Pas pour tout le monde, mais pour les serveurs de calcul, c'est très probable. Et c'est pas du petit water cooling à la MSI ou Corsair, non, c'est l'immersion totale. Le serveur dans un bain d'huile, ou de liquide synthétique isolant, et voilà, avec une circulation de liquide pour déplacer effectivement beaucoup plus effectivement la chaleur, parce que l'huile, évidemment, c'est beaucoup plus dense et conducteur de chaleur que l'air. Et donc, les serveurs de demain vont se transformer en friteuses, voilà, littéralement. Les premières boîtes spécialisées estiment des consommations électriques de 20% inférieures à l'échelle du data center entier, c'est quand même pas mal. Et en plus, il devient plus simple, entre guillemets, de faire circuler la chaleur, puisque voilà, tu fais circuler le liquide, du coup, tu as un liquide caloporteur directement sur les serveurs que tu peux faire circuler dans des bâtiments pour les chauffer en hiver, par exemple. En été, je sais pas ce que tu fais, mais bon, en hiver, tu peux les chauffer. Et pour la maintenance, tu faudras faire avec. Donc, il faudra sortir les lames avec des grues, voilà, pour pouvoir intervenir dessus. Ou alors intervenir en tenue de plongée, je sais pas. Mais bon, vu l'ampleur des progrès actuels, il n'est pas exclu que des machins du style Stargate de Microsoft, des projets, quand tu as des projets aussi énormes que Stargate, je suis pas sûr que tu puisses pas considérer sérieusement l'option. Et bon, un refroidissement plus efficace, c'est quand même aussi moins d'eau et d'électricité consommée, et puis voilà, puis c'est des composants heureux, c'est des composants épanouis qui peuvent durer encore plus longtemps. On est heureux pour eux. Moi, j'aime bien savoir que les composants sont épanouis et heureux, c'est important. Sûr. Structure de processeur, mais qui va nous permettre de parler de son exploitation. Tu voudrais revenir sur le nouveau lancement de Windows avec ARM. C'est pas encore gagné, c'est ça? Windows on ARM, c'est parti ou pas, je sais pas. Alors, c'est pas la première fois qu'on se pose cette question, c'est la 3e fois. Oui, mais à chaque fois, la conclusion, elle est quand même plutôt négative. Mais posons-nous la question. Parce qu'on a eu Windows RT, on a eu la Surface Pro X en son temps, maintenant il y a les Snapdragon Elite X, ça y est, sur les copilotes PC. Bon, tu m'as envoyé un des premiers tests d'un VivoBook S15, équipé donc en Qualcomm Snapdragon Elite X. Accompagné du petit commentaire, c'est pas foufou. Effectivement, en résumé. Alors, c'est néanmoins le fleuron de Qualcomm, l'Elite X. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que du foufou, et pas que du mauvais non plus, mais bon, voilà, c'est une bonne machine avec un écran OLED, globalement, ça marche, voilà, Prism fait du boulot correct, quoi. Silencieux, ouais. C'est totalement silencieux, sauf évidemment pour les jeux, là, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, les testeurs, ils ont été déçus, les suites de compatibilité à ce niveau-là. Moi, je m'attendais à rien de particulier. Faire tourner des jeux Intel sur ARM en émule comme ça, c'est toujours casse-gueule. Ça marche pas très très bien encore, mais bon. Ça va peut-être évoluer. Après, de toute façon, c'est pas une machine de jeu a priori. Et ça devrait s'améliorer. Alors pour le prix, qui est quand même de 1500 balles, je comprends qu'on puisse être un petit peu déçu, cela dit. Et pour les performances, c'est pas si mauvais, mais c'est pas génial non plus, quoi. Niveau CPU, on est au-dessus d'un M1 Max, on est au-dessus d'un M3, donc Geekbench. Par contre, niveau GPU, ça se fait distancer déjà par le M2. Quant au M4, il est au-dessus de toute façon du Snapdragon dans tous les cas. Donc, il n'est pas ridicule non plus, le Snapdragon, mais il n'est pas au niveau de la concurrence à date. Vraie déception par contre, pour le coup, il semble pas faire mieux qu'une question autonomie qu'un PC en Intel ou AMD. Et ça, c'est vraiment... C'est quand même la promesse, c'est quand même une des promesses, on va dire. C'est totalement ce qu'on attend d'un CPU ARM, c'est une grosse autonomie. Donc ça, c'est vraiment un problème pour le coup. Alors c'est un truc qui, effectivement, tu l'as dit, il est passif, donc il est totalement silencieux, mais honnêtement, ce S15 se distingue pas franchement de la concurrence, et je vois pas trop pour quelle raison tu te compliquerais la vie avec une couche de compatibilité avec Prism et tout ça, une émulation, tout le bordel, pour 1500 balles, je vois pas, quoi. Et bon, alors, attention, il y a le copilote, bien entendu. Je sais pas à quel point ça va faire vendre des machines, le copilote, mais bon, c'est probablement Windows probablement copilote, pas tant que ça, en fait. En tout cas, Microsoft a l'air de compter dessus. Bon. Mais il y a encore d'autres embûches à l'ouverture du marché large de Windows en ARM, et c'est ARM lui-même.
Parce qu'au-delà de tout ça, on avait déjà évoqué, ça, je crois, ARM est en procès contre Qualcomm. Parce que Qualcomm a racheté Nuvia pour avoir de meilleures puces pour ses PC portables. Et au niveau de celle d'Apple, ce qui est donc presque vrai, on vient de le voir. Or, Nuvia avait une licence pour faire des CPU ARM, des BPI ARM pour ça, ok. Et Qualcomm, en le rachetant, l'a perdu, cette licence que Nuvia avait. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit ARM. Évidemment, c'est pas ce que dit Qualcomm. Qualcomm, il dit qu'il a donc la licence de Nuvia et que de toute façon, il a lui-même une licence. Donc, il va pas repayer une licence, alors qu'ARM, lui, qui veut qu'il repaye une licence. Et donc, ce truc, il a fini évidemment au tribunal. Et donc, c'est pas impossible que dans le cadre de ce procès, Qualcomm soit forcé d'arrêter de commercialiser ses Snapdragon Elite, qui comprennent des cœurs Orion, qui sont donc couverts, / pas couverts, par la licence Nuvia. Or, Qualcomm a un deal d'exclusivité avec Microsoft pour les copilotes PC, donc s'il arrête, s'il arrête en gros de commercialiser des copilotes PC, il n'y a plus de copilotes PC, tout simplement, et jusqu'à ce que l'accord d'exclusivité se termine, c'est-à-dire dans 1 an. Donc, c'est peut-être un nouveau coup dur, on va savoir pour Windows on ARM, on ne sait pas ce que ça va donner. En tout cas, lorsque l'accord d'exclusivité cessera, il y aura d'autres candidats, puisqu'il y a déjà Mediatek qui s'est manifesté comme étant avec la volonté de faire des puces pour des trucs Windows on ARM. Il y a Nvidia aussi, qui est dans le starting block. Donc, il pourrait y avoir, d'ici une bonne année, une vraie concurrence sur les PC en ARM. Mais pour le moment, par contre, c'est un peu confus quand même. Bon, c'est peut-être pas encore pour cette fois, à suivre. Un petit tour pendant qu'on parle de Windows sur l'utilisation en Chine. Tu es tombé sur un article de Rest of World qu'on aime toujours beaucoup et qui explique pourquoi la Chine fait encore tourner ses PC sous Windows. Oui, si Microsoft a du mal avec Windows ici peut se consoler avec la Chine, parce que, incroyablement, c'est un très bon client. Au piratage près, bien sûr, mais bon. Oui. Microsoft vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Tencent. Et le but, c'est de donner accès au catalogue d'apps Tencent sur Windows. Avec des apps qui sont très très populaires, comme QQ Music, qui est apparemment l'app l'app musicale numéro 1 utilisée en Chine. Et donc, il y a un catalogue d'apps Android super populaire qui va arriver sous Windows. Mais pourquoi sous Windows? C'est-à-dire que les Chinois ils utilisent Windows? Eh ben oui, en fait, ils utilisent Windows majoritairement comme nous. Mais attends, ils sont pas interdits, elles sont pas interdites les puces Intel et AMD. Dernièrement, là, la Chine, elle a pas signé des papiers comme ça. Ils pousseraient pas aussi Kylin, leur OS souverain? Eh ben oui, sur le papier, tout à fait, tout est vrai. Sauf que dans la vraie vie, c'est un peu différent. Tout le monde utilise Windows, et le gouvernement, en fait, il veut se débarrasser des technos étrangères, Windows compris, mais il reste pragmatique. Donc ce sont des recommandations. Effectivement, parce que la Chine ne veut pas trop que ça se sache, mais Windows représenterait 80% des OS de bureau là-bas. Ah, quand même. Okay. Ben ouais, donc en fait, il semblerait que les Chinois aient autant de mal à se débarrasser de notre technologie que nous de la leur. Et pour les mêmes raisons, du coup, vraiment d'avoir du mal à passer le pas et trop d'habitudes, trop de fonctionnements qui sont installés sur Windows. Du coup. J'ai l'impression, ouais. On revient en Europe après être passé en Chine. Chine qui est un acteur important dans le monde pour exploiter les métaux rares, pour les identifier et les exploiter. Et là, bonne pioche pour la Norvège, Guillaume. Oui, une bonne nouvelle quand même, il n'y en a pas tant que ça. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, surtout une bonne nouvelle pour la Norvège quand même. Le plus gros gisement de terres rares du continent vient d'être découvert pas super loin à l'ouest d'Oslo, et dans ce qui s'appelle le complexe de Fenn, qui est en gros une grosse zone circulaire d'à peu près 3 km de diamètre, qui est géologiquement très intéressante, parce qu'apparemment il y a des carbonatites et des concentrations en terres rares élevées. C'est le métal qui fait les pâtes à la carbonara, je crois. Ah oui, exactement. C'est ça. Ah oui, c'est vrai que c'est cool. Du coup, alors donc ils ont retrouvé, voilà, c'est la plus grosse réserve européenne connue de terres rares. Et donc il y a évidemment Rare Earth Norway, qui est donc la boîte de là-bas qui se félicite, qui se prépare à forer jusqu'à 468 mètres de profondeur quand même, et sans doute plus à l'avenir. Apparemment, 17% de ces terres rares sont bonnes pour les aimants, donc c'est des trucs comme le néodyme par exemple. Des terres rares qui sont donc considérées comme une ressource critique pour l'énergie par l'Europe. Donc ce gisement, c'est apparemment une véritable aubaine, il semblerait. Eh ben tant mieux, réjouissons-nous. On continue avec des micro-réacteurs, mais qui continuent à poser des gros problèmes, Guillaume. Oui, puisqu'on évoque l'énergie, parlons un peu de mini-réacteurs nucléaires, des mini-réacteurs des mini-réacteurs, pas à fusion, des mini-réacteurs standards, des trucs normaux, quoi. Ils ont eu une véritable vogue ces dernières années, ces mini-réacteurs. L'idée de base, c'était de faire des réacteurs traditionnels, un peu modernisés, mais qui seraient modulaires, avec potentiellement plus de morceaux produits en grande série, donc qui seraient moins chers au total et aussi plus rapides à construire.
et il serait de petite taille carrément, donc de plus faible puissance, mais aussi moins, en cas de pépin, un petit peu moins dangereux. Bon, donc ça a séduit pas mal de monde comme idée, il y a une dizaine d'années, et maintenant, on a 3 de ces petits réacteurs qui sont en fonctionnement et un 4e qui est en construction. Donc on a un petit recul, et donc on peut se demander, les promesses, c'est comment? Eh ben c'est simple, c'est nul, voilà. Aucune promesse n'est tenue. Tu vas me toucher. C'est l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, donc IEEFA, qui a conclu sans appel que les mini-réacteurs sont trop chers, beaucoup plus que prévu, trop longs à construire et trop dangereux pour prétendre jouer un rôle significatif dans la transition écologique. Entre 2015 et aujourd'hui, entre les projections et la réalité, le prix du kilowattheure a plus que doublé, enfin le prix de leur kilowattheure à eux, a plus que doublé. Tous les projets ont explosé leur budget initiaux, les temps de construction ont explosé pareil. 2 projets russes ont pris 13 ans au lieu de 3 à être construits, le chinois a pris 12 ans au lieu de 4, l'argentin n'est pas fini, carrément, et il a déjà pris 13 ans au lieu de 4, prévu. Donc le directeur de l'IEEFA estime qu'on a encore au moins pour 15 ans avant que les réacteurs ne soient possiblement suffisamment au point pour ne serait-ce qu'être un petit peu plus proche de leurs promesses par rapport à là. Et donc, par rapport à un déploiement d'énergie renouvelable qui sont des trucs qu'on maîtrise très très bien, il n'y a évidemment pas débat. Donc retour à la réalité difficile, pour les tenants des micro-réacteurs, c'est pas les seuls d'ailleurs, il y a une autre enquête que je peux relayer au passage, une enquête de l'association Corporate Accountability, qui est donc relayée par le Guardian, qui révèle que les plus grosses compagnies du monde ont aussi massivement investi dans les crédits carbone qui ne valent rien. Ça concerne Delta Airlines, Gucci, Volkswagen, aussi bien que Nestlé, Netflix ou ExxonMobil. 33 des plus grosses boîtes étudiées ont plus d'un tiers de leur portefeuille de crédit compensation carbone qui est constitué de vents, de projets avortés, de projets inutiles, qui ont un impact négligeable ou nul sur la nature. C'est pire pour le secteur spécifique des combustibles fossiles, qui sont ironiquement les plus gros acheteurs de compensation carbone. Au moins 43% des crédits achetés correspondent à des projets avec un défaut rédhibitoire qui ne servent sans doute strictement à rien. L'article contient plus de détails, mais pour résumer, aussi bien les secteurs du transport, du luxe ou de l'alimentation font un usage massif de compensation carbone, qui se traduit sur le terrain par absolument que dalle. C'est du greenwashing, c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les boîtes elles-mêmes, en sens, puisqu'elles ont quand même injecté des millions de dollars collectivement pour des projets en mousse, et donc ça devrait quand même les chiffonner aussi, tout cet argent envoyé par les fenêtres. À moins que le gain net en image de marque ne suffise. Je ne peux pas m'imaginer un tel niveau de cynisme. Non, c'est pas possible. Guillaume, non. Tu es sur de mauvaises voies. Je t'arrête tout de suite. Je préfère plutôt que tu nous ramènes sur des bonnes voies et des bonnes informations parce que tu nous avais inquiétés avec la santé défaillante de Voyager 1, cette entité de l'humanité qui est tellement loin que c'était si difficile de débugger cet appareil. Où est-ce qu'on en est? Je crois qu'aux dernières nouvelles, on était en bonne voie quand même de résoudre le problème. Oui, juste pour dire très vite que Voyager 1 est réparé, et même carrément, ça y est, la NASA reçoit à nouveau des données scientifiques, donc récoltées à plus de 15 milliards de kilomètres. Le truc a été corrigé, quoi. Et oui, donc il y a eu des opérations de maintenance qui se sont faites apparemment via un magnétophone. Ils mentionnent un magnétophone dans l'article. Alors, est-ce qu'ils utilisent encore des codes stockés sur des bandes? Écoute, il semblerait. En tout cas, voilà, Voyager 1, il voyage toujours, 47 ans, toujours fringant. Je crois que tu avais développé plus que ça, mais effectivement, la messe est dite parce que l'information est belle et puis on peut arriver à la conclusion. C'est réparé, ils ont réussi à réparer. Incroyable de se dire que ce truc est aussi loin et qu'on arrive à le réparer, c'est quand même quelque chose d'enthousiasmant pour conclure cet épisode. On avait déjà évoqué ce qui avait pu se passer, tu sais, la mémoire corrompue et tout, on en avait déjà parlé, apparemment ils ont fait ils ont fait ça, ça leur a pris du temps, mais ils ont réussi à faire ça, et le temps que ça temps évidemment de communiquer avec tout ça, apparemment c'est réparé, donc c'est vraiment très cool. Pensez-le, à la prochaine occasion, vous aurez un PC comme ça qui montre des signes de faiblesse, que vous aurez peut-être, je sais pas, l'ordinateur, la tablette ou le smartphone de vos proches que vous aurez à dépanner. Vous sentez qu'il y a des bugs, dites-vous que si jamais des personnes ont réussi à corriger des erreurs sur Voyager 1, vous pouvez aussi aider vos proches à réparer leurs appareils. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cet épisode de supplément de Tech Café. J'espère que les auditeurs auront pu profiter du supplément de connaissances qu'on leur apporte et supplément de divertissement, parce que oui,
Tech Café est un podcast qui promet, comme beaucoup de podcasts, l'association subtile des deux, vous faire passer un bon moment et contribuer à vous informer sur les nouvelles technologies durant les moments qui sont un petit peu plus à disponibilité pour votre cerveau, comme par exemple les transports, le ménage, le sport, le bricolage. Et je sais qu'une partie d'entre vous s'endort pendant que vous nous entendez. Et vous savez quoi, on est ravis de vous aider à vous endormir. Guillaume, merci beaucoup donc pour la préparation de cet épisode. Il est grand temps que tu rappelles à nos auditeurs où on peut te retrouver. J'ai déjà compris qu'on ne te retrouverait pas à côté d'un mini-réacteur, hein. Non, certainement pas. On me retrouvera probablement sur Showrunner, enfin, en train d'essayer de refaire Titanic en version South Park. Oh, très bien. Eh ben, merveilleux. C'est quoi, Showrunner? L'accès, je veux dire, c'est un accès un peu anticipé si jamais on a le courage de remplir un long formulaire, j'avais vu. Oui, j'ai Et l'impression. sinon, il faut attendre que ça sorte. Une Hein, liste c'est ça. d'attente, j'ai l'impression. Ouais. Tu as rempli le formulaire, peut-être? Non, pas à ce point-là? Bon, pas à ce point. Ça m'inquiète juste. Le seul réseau social qui est indiqué en icône sur le site de Showrunner, c'est X. Juste, voilà. Ça me rassure pas. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux si vous tapez Guillaume Vendée, à moins que quelqu'un ait réussi à usurper mon identité avec brio. Signale-moi si c'est le cas, mais je pense que j'ai pas suffisamment d'intérêt à titre individuel pour qu'on usurpe mon identité. Vous pouvez bien évidemment soutenir Tech Café sur Patreon, patreon.com/techcafé, déposer des avis sur Apple Podcasts, Podcast Addict, sur Spotify, et même évidemment déposer vos remarques dans les commentaires des articles qui accompagnent la parution des épisodes sur techcafé.fr. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se donne rendez-vous dans quelques jours désormais pour un nouvel épisode de podcast. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.